Pour fabriquer mon poêle, je pars d'un bidon en acier qui devait contenir un produit chimique sous forme de poudre, donc pas d'inclusion a priori à l'intérieur. Je vais utiliser une chaîne, des agrafes qu'on trouve dans les trucs de jardinerie. Et pour le moment, je vais mesurer 17 cm à partir du fond pour placer du scotch tout autour. Et après, je percerai des trous. Ce sera pour attacher la chaîne plus tard. Voilà, j'ai fait le tour du bidon avec mon scotch en utilisant le mètre pour essayer de faire quelque chose d'à peu près équidistant. Maintenant, je vais noter des points d'un côté et de l'autre qui vont être écartés de la distance qu'on a entre ces deux ferrailles pour après percer des deux côtés pour pouvoir installer ces ferrailles. J'ai fait un petit trait ici sur le dessous que j'utilise comme référence. En dessous, j'ai fait par deux petits traits ici et après j'ai reporté comme ça, deux de ce côté et deux de ce côté de là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire je vais faire un petit trait ici à l'opposé, là, et puis je vais en mettre un au milieu, puis de là et de là. Maintenant j'ai mes petits traits tout autour de mon scotch. Tout ce que j'ai à faire, c'est percer à l'interface entre le scotch et le métal au niveau des traits noirs, tous ces points là. Je vais le faire avec une perceuse et un fourré à métaux. Maintenant que le perçage est fait, on voit très bien qu'il y a deux côtés, ici et ici, qui sont face à face. Et la chaîne, elle va zigzaguer entre comme ça, avec les espèces d'agrafes pour tenir à chaque fois. Vous pouvez voir que je commence mon assemblage, mon grand défi étant d'avoir la chaîne le plus tendue possible entre chaque agrafe. Donc je vais les torsader à la pince à chaque étape, pour essayer d'avoir à la fin quelque chose de bien tendu, bien fixé. Et voilà. Donc là on a les agrafes qui tiennent la chaîne. Là on a le côté où je les ai tordus. Je vais utiliser un coupe-boulon pour couper les morceaux de chaîne en trop. Et je vais utiliser une disqueuse pour découper les humaines de ferraille, ou alors le coupe-boulon, ça marchera aussi bien. Voilà, les reliquats de chaîne ont été coupés au coupe-boulon. Voilà un coupe-boulon pour ceux qui ignorent ce que c'est. Et tous les agrafes aussi de l'autre côté. Je vais maintenant me servir d'une disqueuse pour faire un petit trou oblong ici, à la base de mon tonneau, en laissant un peu d'espace pour avoir de la résistance mécanique ici pour tenir les chaînes, et un peu d'espace en bas pour pas que les cendres aillent par terre une fois qu'elles tombent. Voilà, c'est chose faite. Je l'ai fait ici. Et on le voit là. Il servira à la fois à évacuer les cendres qui peuvent tomber en bas et d'entrée d'air au feu. Ça peut être bien de faire les premiers tests, de façon aussi à faire brûler la peinture et les trucs qui ne sont pas adaptés à la chaleur qui se situent sur l'extérieur du bidon. Bon, on a testé un feu dans ces conditions-là, du papier, du bois, on a des étiquettes brûlées, on a enlevé un peu, ça pourra continuer. Mais c'est pas encore un poêle à bois. La grande question pour que ça le devienne, c'est est-ce qu'on peut le boucher avec une espèce de gaine comme ça pour évacuer la fumée à l'extérieur du bâtiment. Donc là, il faut mettre ça et ensuite on mettra le couvercle pour boucher et on verra si ça brûle. Donc là, il s'agit de faire un trou ici sur le côté, mettre le tube. Il s'agit de faire un trou du côté opposé où on a l'entrée d'air. Donc ce côté-là. Donc j'ai pas de machine pour faire des trous, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'entourer avec un feutre et ensuite je vais utiliser la meuleuse pour faire tracer les diamètres du cercle un peu partout et après je tordrai les angles et j'essaierai de le rentrer en force dedans. Voilà le résultat. Maintenant je vais les plier à la pince et ensuite j'essaierai de rentrer mon tube. Voilà ce que l'on obtient par rapport à la gaine. On est à peu près dans les mêmes ordres de taille. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes ces pointes maintenant. Et ensuite, je pourrais peut-être le rentrer plus facilement en espérant qu'il n'y aura pas trop de creux. Ça, c'est de l'aluminium. Malheureusement, ça ne supporte pas des très hautes températures, mais c'est ce qu'il y a de moins cher. Il pourra se déformer facilement pour rentrer dans le trou.
Voilà ce que j'obtiens, mais je voudrais pas que ça tranche mon truc en aluminium. Alors je vais passer un coup de disque de ponçage pour lisser tout ça. Le ponçage n'a pas été très probant, donc j'ai tiré le début de ma gaine pour la rentrer dedans. Le trou est légèrement plus petit, mais c'est ce qu'il faut. Une fois qu'elle est un peu étirée, elle devient beaucoup plus malléable. Donc je vais la rentrer facilement dedans. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez malléable. Reste quelques trous. Il faudra réfléchir à la façon dont on peut faire l'étanchéisation. Euh, Maintenant, il s'agit de tester, donc mettre le feu dedans, remettre le couvercle, lever la cheminée en la posant sur une rambarde par exemple, et voir si ça brûle. Voilà, tout est prêt pour le test. J'ai mis du papier au fond. Mettre le feu. Ah oui, il faut mettre de l'alcool d'abord. Parce qu'il fait très froid dehors. Voilà, le feu est allumé. Je mets le couvercle. Bon, je vais le laisser un peu démarrer d'abord pour être sûr. Ensuite, je vais mettre le couvercle. Voilà. Donc en bas on distingue toujours une petite lueur orange, ce qui signifie que le feu est bien allumé. Là on voit que ça fume au niveau de la cheminée, elle est brûlante. Le risque c'est qu'elle fonde ou qu'elle brûle. Elle descend. On n'est clairement pas sur quelque chose qui supporte assez la chaleur. Je vais soulever le couvercle, mais il va me falloir des maniques. Le feu bat son plein, le tube est extrêmement chaud, n'a pas du tout tenu. Il fume sur son intégralité, donc il supporte pas du tout suffisamment la chaleur, malheureusement. Et le feu semble avoir été amplifié par le fait d'utiliser cette espèce de conduit et de fermer. Ça brûle moins bien, ça brûle mieux quand c'est fermé avec ça que quand c'est juste à l'air libre, probablement. Est-ce que maintenant, par exemple, où les flammes a réduit, je pourrais me permettre de remettre le couvercle? Je vais tester. Donc là, on voit clairement la fumée sortir du tube, alors que normalement l'élévation par rapport au trou est quand même assez basse. Donc c'est bizarre. On n'a quasiment pas de fuite sur le tour. Ici, on a un petit peu de fuite. Ça ne doit pas brûler énormément à l'intérieur. Ouais, on voit quasiment rien. Mais la fumée est bien là. Si je touche le tube, je me brûle. Si j'utilise un truc qui me sert de manique pour le lever, est-ce que j'ai plus d'aspiration? Oui. On voit ici que ça monte. Bref, on peut utiliser ce tube, il n'a pas l'air de fondre dès l'instant où le feu est raisonnable. Mais par contre, il faut quelque chose pour le soutenir parce qu'il perd toute sa résistance mécanique quand la chaleur commence à passer au travers. Et effectivement, plus il y a d'élévation, plus il y a d'aspiration. Si là je le descends, il y en a moins. Si là je la monte, il y en a plus. Là, il y en a quasiment plus, mais il y en a encore un peu. Si maintenant je relève le couvercle, bon, on est vraiment que sur des braises. Mais on a quand même un bon petit feu en dessous de la planche. Bref, avec ce système, il est probable que ça puisse fonctionner dès lors où on met dans la chambre de combustion des combustibles qui brûlent lentement. Il y a une puissance maximale à pas dépasser. Évidemment, au début, avec l'alcool et le papier, c'était trop puissant, ça faisait cramer l'aluminium. Mais juste avec quelques braises incandescentes qui brûlent très lentement d'un gros bout de bois, c'est probablement jouable. Le dessus ici est bien
il n'est quasiment plus chaud. Ce qui est une mauvaise nouvelle, mais il l'a été. La gaine en aluminium est plus très chaude non plus. Il est probable que là on n'a plus de combustion, on est sur quelque chose juste de naturel, ce qui est mauvais signe. Pour moi, ce qui apparaît avec les tests, c'est qu'il faut un genre de cheminée pour recevoir des températures plus hautes et aussi pour diffuser ces températures dans la pièce avant d'atteindre l'autre cheminée en aluminium. Et comme les inserts coûtent super cher, on va prendre des tonneaux de bière, des fûts. Je les ai coupés à la disqueuse et maintenant je vais essayer de les souder les uns sur les autres comme ça, de façon à faire un genre de cheminée. J'ai essayé de souder avec un truc à souder à fil, à l'arc. Malheureusement, je sais pas si c'est mes compétences en soudage qui sont juste nulles, c'est la première fois de ma vie que j'ai essayé, ou si c'est le fait que le métal est pas propre, qu'il y a plein de plastique et tout autour. C'est vraiment très difficile de faire quelque chose de bien et ça perce très facilement. La tôle reste très fine, c'est pas du tout praticable en soudure. Donc je vais devoir chercher un autre moyen d'assemblage pour faire mon tube. Bon, les soudures au chalumeau semblent être un tout petit peu mieux. On voit les soudures au chalumeau que j'ai réussi à faire. Mais mon retour, c'est que là, quand la tôle est fine, c'est très délicat d'aller faire des soudures. Donc on pourra vraiment trouver un autre moyen d'assemblage. Bon, bien que la soudure n'ait pas été très probante, on arrive quand même à fixer à peu près. Donc je vais rester sur cette idée. Il faudra juste que je colmate les trous qui ont été faits pendant la soudure plus tard, parce que j'ai vu qu'il y avait des mastiques réfractaires avec des espèces de ciment armé réfractaires, et donc je pourrais boucher les trous avec ça. Mais le plus gros défi pour moi, ça va être ici de faire un angle de cheminée comme ça, puis comme ça. Pour le faire, je vais encore utiliser des tonneaux. Je pense que si je coupe ici, par exemple ce tonneau, à 45 degrés, comme ça, après j'aurai deux morceaux à 45 degrés, je tourne celui-là, je l'emboîte là, je soude tout autour, je colmate au ciment parce que ça sera mal fait. Sachant que bon, à force de pratiquer la soudure, je m'améliore quand même, donc peut-être ça sera pas si mal fait que ça. Et ça devrait le faire. Donc il faut que je trouve un moyen pour le couper. Par contre, à 45 degrés, il faut que ce soit au poil de cul, pour avoir vraiment deux pièces qui s'emboîtent parfaitement sans qu'il y ait de gros creux béants, etc. Donc, l'idée que j'ai trouvée pour le faire, donc ici à 45 degrés, au début j'avais pensé fabriquer un gabarit avec des planches et puis couper le long de la planche, mais en fait c'est vachement chiant. Alors je vais plutôt faire un patron en papier qui ressemblera un peu à ça, qui s'enroule autour du tonneau et dont ici l'arête, enfin le bord du papier, correspondra exactement à ce qu'il faut couper pour qu'après ça nous fasse un truc à 45 degrés. Donc j'ai fait un peu de calcul, j'ai débroussaillé le truc avec un peu de trigonométrie, de géométrie dans l'espace, et je suis arrivé à la conclusion que c'est cette formule-là qui permettait d'avoir le tracé exact pour que quand je l'enroule, j'ai plus qu'à couper autour pour avoir mon truc à 45 degrés. Donc Z, c'est la hauteur, ça sera symétrique par ici et par là, donc par rapport au milieu de la feuille. R, c'est le rayon du tonneau, cosinus. J, bon, que j'ai maladroitement appelé J, c'est la distance par rapport au milieu ici. R, c'est encore le rayon du tonneau. H max, c'est la hauteur maximum de mon papier. Bon, je pourrais mettre n'importe quoi en fait, mais quelque chose quand même qui est plus grand que le dénivelé ici. Et de nouveau, moins R, le rayon. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est faire ce patron, avec les bonnes valeurs de rayon et de hauteur. Et ensuite, je l'enroulerai autour de mon tonneau pour couper. Je vais mesurer les diamètres de mon tonneau avec un pied à coulisse. Parce qu'il faut que je sois vraiment précis. Voilà, ça risque de pas être très précis comme ça, vu que le pied à coulisse ne descend pas jusqu'au milieu. Là j'ai 16,5, mais peut-être que si je le prends par en haut comme ça. Donc là en fait, par en haut,
Ça va être la valeur maximum qui va déterminer que je peux avoir en tournant autour. Ce sera la valeur maximum qui déterminera quel est son diamètre. Je suis arrivé à 17,6. Malheureusement, on voit le cylindre n'est pas parfait, il y a ses bords, et par rapport à celui-ci, je ne sais pas si c'est plus petit ou plus grand. Donc, je suis tenté de rajouter peut-être 1 ou 2 mm, on va dire 17,7, 17,8. Étant donné le manque de précision de ma mesure, je pense que c'est pas très intelligent de s'appuyer dessus. Donc ce que je vais faire, c'est préparer une grosse bande de papier. Une feuille, ça suffira pas. On voit que ça fait un cylindre beaucoup plus petit que le tonneau. Une longue bande, je vais l'enrouler autour et je vais la couper. Et ensuite, je vais la mesurer. Comme elle représente le diamètre du cylindre, donc du cercle, je peux trouver le rayon en divisant par pi. Après. Voilà, ça fait 2 feuilles A4 scotchées ensemble. Il me reste plus qu'à marquer au stylo le trait de la partie que je vais devoir découper et ensuite je vais mesurer. Finalement, je vais pas la couper, j'ai juste tracé le trait. Je vais le mesurer et je vais laisser la bande, elle pourra me servir à faciliter la fixation du papier après sur le tonneau pour découper. Après mesuromètre, on arrive à 55 cm exactement de périmètre du cylindre. Voilà, donc ça fait périmètre est égal à 2πr, puisque c'est un cercle. Donc le rayon est égal au périmètre divisé par 2π, donc ça fait 55 divisé par 2π, donc ça fait un rayon de 8,75, soit 17,5 de diamètre. J'ai plus qu'à appliquer ma formule. Étant donné qu'on est à 45 degrés, moi je m'attends à ce que le dénivelé ici de la hauteur il soit égal au diamètre. Et donc le diamètre c'est 2 fois le rayon, donc ici c'est 17,5, je prends un peu de marge, je choisis une hauteur max de ma feuille de 20 cm. Donc maintenant ce qu'il faut c'est que je trace une ligne ici, enfin que je coupe ma feuille pour qu'elle fasse 20 cm de haut. Ou remarque que je m'en fous, au pire ça dépassera et quand je couperai à la fin ça sera bon. En tout cas la prochaine étape ici c'est de tracer une ligne au milieu de cette partie là. Qui correspond à cette ligne là et après j'afficherai mes différents Z en fonction du J. Donc d'abord la longueur totale c'est 55 cm, la moitié de 55 c'est 25 plus 2,5 c'est 27,5, donc je dois tracer une ligne ici à 27,5 du bord avec ma grande règle. Alors moi ce que je propose pour gagner du temps c'est de faire juste un côté, ensuite de plier la feuille en deux et de décalquer sur l'autre côté, étant donné que c'est symétrique. Donc là, c'est en fonction de votre courage. On peut faire un point tous les centimètres ou un point tous les 2 cm. Je pense que un point tous les 2 cm suffisent vu la précision qu'on peut avoir. Donc il faut faire un point tous les 2 cm. Déjà ce que je vais faire, ça va pas être évident, c'est marquer ces 2 cm en bas, faire une espèce d'échelle. Et en haut aussi. Comme ça on pourra mettre bien la règle. En fait je vais tracer des traits verticaux tous les 2 cm. Voilà, c'est fait. Maintenant en fait le jeu ça va considérer ici, donc là on est à 0, là on est à 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Donc en fait il faut rentrer dans la formule. Donc par exemple ici, le premier trait on est à 2 cm. Donc Z ça va être égal au rayon, donc ici 8,75, de cosinus de 2 cm divisé par 8,75 plus H max, c'est-à-dire 20, moins 8,75. On prend le résultat de ça, on le mesure ici, et on met une petite croix. Après on passe au suivant, et là c'est 4 cm. Donc ici, le Z ça va être égal à 8,75 cosinus de 4 cm divisé par 8,75 plus 20 moins 8,75, etc., etc. pour toutes les lignes. Et à chaque fois on mesure en partant du bas la longueur qu'on obtient en résultat et en mettant la petite croix. Bon, si vous voulez pas vous taper les calculs et que vous utilisez les mêmes tonneaux que moi avec le même diamètre, là j'ai toutes les valeurs calculées avec cette fonction que j'ai fait en Python. J'espère, je croise les doigts qu'il n'y a pas d'erreur, je vais mettre les croix maintenant. Donc là par exemple, comme je disais, 2 cm, il faut faire une croix ici à 19,77 cm. Donc 19,8 cm, etc. Voilà le résultat, ça a une très bonne gueule, ça rentre bien dans les marges, ça a l'air très bien. On voit bien un morceau de cosinus.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de relier les points à main levée pour essayer de faire quelque chose d'à peu près bien. Voilà ce que ça donne pour moi. Alors, deux précisions que j'ai oublié de vous donner. Ici, le point 0, c'est Hmax. Il suffit de le mettre dans la formule, je ne l'avais pas calculé. Et ici, le cosinus, il doit bien recevoir l'angle en radian, sinon ça marche pas. S'il prend des degrés, il vous donnera pas les bonnes valeurs. Donc maintenant, je vais peut-être enlever, prolonger ici, et puis je vais découper la moitié. Voilà, c'est découpé. Maintenant, je vais le plier en deux le long de cette ligne et repasser le trait. Voilà, j'ai plié en deux, j'ai repassé, et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à découper ça. Et voilà le travail, il ne me resterait plus qu'à la scotcher autour d'un tonneau et de couper le long du papier pour avoir une coupure nette à 45 degrés. Voilà, donc je l'ai bien scotché de partout. Plus catastrophique, ce serait que la feuille bouge pendant qu'on coupe. On voit qu'elle est un petit peu plus grande que l'intérieur parce qu'on avait mesuré par rapport à ce diamètre-là, malheureusement. Plus grand. Et on voit surtout que ça va trancher sur presque tout le tonneau, quoi. Donc ça va être juste. Le fait qu'il y ait des endroits où on sera sur ce diamètre-là et d'autres endroits où on sera sur ce diamètre-là, ça va créer des trous, ça va poser des problèmes. Il aurait mieux valu qu'on ait un tonneau plus grand, avec un écart uniforme ici plus important. Malheureusement, c'est tous les mêmes tonneaux, ils sont tous foutus comme ça. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai codé comme ça. Donc voilà, maintenant c'est collé, il n'y a plus qu'à couper le long à la disqueuse. Voilà ce qu'on obtient après découpe. Malheureusement, même si notre feuille de cosinus était précise, la découpe à la disqueuse par un amateur est assez imprécise. On a beaucoup de creux. Voilà. On a plus d'un côté que de l'autre. Donc, il va falloir être rusé pour l'assemblage. Je pense mettre de la soudure là où ça se touche, et là où ça se touche pas, il va falloir improviser. Étant donné que la tôle est plutôt élastique et malléable, peut-être qu'il y a moyen, en mettant du fil de fer et des trous, et des agrafes successives, de les resserrer une à une pour bien plaquer tout le long avant de faire de la soudure ou l'assemblage ou je sais pas quoi. Un peu comme le ferait un chirurgien en raccordant un vaisseau sanguin, enfin une artère à une autre, qui n'ont pas exactement la même forme. Je vais réfléchir. Compte tenu du fait que les soudures précédentes ont foiré, avant de tenter un assemblage et en envisageant une soudure ultérieure, je vais poncer en fait tout autour pour enlever le plastique, les peintures, les résines et tout, parce que je pense que c'est ça qui peut aussi faire capoter la soudure. Voilà, j'ai poncé le tour. Maintenant, il s'agit d'utiliser des tout petits forets d'1 mm pour percer des petits trous tout autour, pour après coudre avec le fil de fer. Bon, bien que j'ai réussi à percer avec mon forêt des petits trous un peu tout autour, il est vachement trop petit, j'ai dû le mettre dans une Dremel en l'entourant de scotch pour pouvoir le caler, et finalement il s'est cassé assez facilement. Donc je vais être obligé de continuer avec un forêt un peu plus gros. Je vais prendre la taille du dessus du coup. Voilà, on a les trous tout autour. Maintenant je vais essayer de coudre avec ça. Voilà, le premier point a été placé. Donc d'abord, je le plaque quand il est dans une bonne configuration. Je mets le premier point et je le tortille avec la pince. Je vais faire ça à plusieurs endroits cardinaux, bien le plaquer. Et après, je placerai les derniers points dans les endroits où il y a encore des creux pour bien plaquer. Donc un là dans le creux là, un là dans le creux ici, puis peut-être un là et un de l'autre côté pour commencer. Ah, le deuxième point a été placé. Maintenant, les points sur les côtés ici, et là, et après plaquer toutes les zones de creux. Voilà, les points cardinaux sont placés. Un là, un là, un là et un là. On voit que déjà ça commence à être un peu plus net, à part un creux ici, etc., où on va rajouter des points, simplement pour s'assurer que ce soit mieux plaqué. Voilà le résultat final. Donc il n'y a pas eu besoin de mettre des points sur tous les trous. Le résultat n'est pas non plus aussi parfait qu'on pouvait l'espérer, alors ça peut être bien de regarder par l'intérieur. Là on voit des petites zones de creux, mais on peut pas faire mieux. Chaque fois qu'on rajoute des points, ça refait des nouveaux plis. Mais globalement, il n'y a vraiment pas grand chose en termes d'espace perdu
Et là, pareil, les zones principales sont assez bien colmatées. Le mastic réfractaire devra faire le reste. Finalement, je pense pas que ce soit très pertinent d'essayer de souder là-dessus. On a déjà un assemblage qui est assez solide avec les fils de fer. Et la soudure pourrait rajouter des trous et des problèmes. Donc je vais m'arrêter là pour la construction de cette pièce. La prochaine étape, ça va être de venir le fixer là-dessus. Ici. Et pour ça, il va falloir encore faire des maths en mesurant le rayon de ça, refaire une feuille ici pour redécouper avec la bonne forme cylindrique pour venir le fixer dessus après. Bon, même démarche pour le dimensionnement, donc on part de 2 cylindres, on prend une vue de coupe, avec les angles ici, donc θ, ici le petit r qu'on exprime directement comme cos de JR comme la dernière fois. Bref, après tous ces calculs, on arrive à cette formule, où la hauteur c'est petit h, donc la hauteur minimale qu'on a choisi de fixer ici, plus grand R le rayon du grand cylindre, moins grand R, cosinus de sinus moins 1 à sinus de petit r de JR divisé par grand R, donc là c'est un truc de trigonométrie ici pour déterminer l'angle ici gamma. En fait on a réinjecté des variables. Ensuite donc je suis allé mesurer les trucs, j'ai choisi arbitrairement petit h à 1 cm, grand R à 18 cm, et petit r à, c'est le même que tout à l'heure. J'ai refait mon tableau avec les trucs par deux, en sachant que comme j'allais avoir quelque chose comme ça, en fait on a une quadrisymétrie, une symétrie autour de ces axes, après une grande symétrie autour de l'axe du milieu. Et je pensais que mon J serait de là à là, mais en fait à la fin de mon calcul, j'ai quelque chose qui part d'en haut, qui va vers le minimum avant de repartir vers le haut, donc je pense qu'en réalité je suis plutôt ici mon J. Donc je vais le faire en fonction de ça. Bon, avec la trigonométrie des fois on se gourre, mais c'est pas trop grave, parce que je suis quasiment sûr que ce sera la bonne forme quand même, il suffit juste que je place mon J au bon endroit. Puisqu'après ça remonte, donc ça a bien la forme d'un cercle. La seule chose c'est que, comme là ce que je dois représenter c'est un quart, et plus la moitié, donc il faut que je prenne un quart du périmètre de mon cercle, donc c'est 55 divisé par 4, et en fait ça fait 13,75, donc je l'ai redéterminé ici pour 13,75 et ça fait 1 exactement. Donc maintenant j'ai plus qu'à prendre, comme la dernière fois, deux feuilles, les scotcher et redessiner ça en faisant les lignes, etc. Bon, ce qui change depuis la dernière fois, donc là j'ai remis à 55, qui correspond au périmètre du contour de mon tonneau. Ce que change par rapport à la dernière fois, c'est qu'au lieu de faire une ligne au milieu pour le couper en deux, ce coup-ci je le coupe en 4. Donc là j'ai une ligne à 27,5, là j'ai une ligne à 13,75, et là à la ligne à plus 13,75. Et en fait, là où je vais mettre mes traits séparés de 2 cm en 2 cm, ça va être entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et après, il faudra faire la symétrie là, et tout ça symétrique là. Donc c'est parti. Voilà ce que l'on obtient, donc c'est bien un quart de sinusoïde, ce dont on pouvait s'attendre. Par contre, bon, ça ne prend pas la forme que j'avais anticipée, qui était plutôt pointue. C'est pas tellement grave. Étant donné qu'il y a une double symétrie, c'est pas un problème. Donc je le mettrai comme ça ici, et là je vais faire comme j'ai prévu, et je pense que ça marchera quand même à la fin. Enfin, la seule chose, c'est qu'il faudra bien le placer autour du tonneau pour qu'après il s'emboîte bien comme il faut. Et là, il va falloir réfléchir. Donc maintenant, je vais le décalquer de là à là. Mais d'abord, il va falloir que je coupe. Donc je vais couper toute cette partie-là. Et après, je vais plier comme la dernière fois. Voilà, c'est plié. Je vais repasser au stylo ce côté-là. Voilà, on a notre bande totalement découpée. Le problème, c'est que comme elle est fine, malheureusement je l'ai faite fine, elle n'a pas une très grande rigidité dans ce sens-là, ce qui peut vachement fausser si elle se plie un peu comme ça par exemple. Donc ça va être un problème pour le tonneau, va falloir vraiment faire attention. Voilà ce que ça donne. Alors comment j'ai fait? Je me suis appuyé sur les plis des creux ici, et j'ai essayé de les mettre parfaitement à la verticale par rapport au truc, pour pas que la cheminée soit de travers. De ce côté et de ce côté, j'ai mis des scotch. J'ai essayé de les faire longer ici le repli du tonneau. Et ensuite, j'ai placé des scotch sur les côtés, un peu comme j'ai pu, en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas un côté tendu et un côté lâche, mais que les deux côtés ici soient lâches des deux côtés. Et j'ai fait ça des deux côtés. Bref, c'est pas très précis et ça sent pas bon.
Je sais pas trop ce que je peux espérer une fois que je l'aurai coupé. En tout cas, il fallait bien que la zone creuse soit sur le dessus et les zones longues sur les côtés, étant donné que je vais le placer comme ça dans le tonneau. Là, on doit avoir normalement un morceau d'arc de cercle ici. Voilà. Donc maintenant, il va s'agir de trancher avec la disqueuse autour du papier, en essayant de ne pas avaler sous le papier avec la disqueuse. C'est l'autre côté qui va être avalé parce que ça sera un rebut. Bon, le résultat du disquage. Coupure encore très propre. Quand on le met là, on voit que il y a encore beaucoup de creux, parce qu'en fait là il y a ce renflement qui vient appuyer. Donc il faut que je marque au feutre des deux côtés et que je rajoute un petit trou des deux côtés pour que ça se cale ce renflement. Bon, au final j'ai enchaîné plein de pauses et de réajustements à la cisaille successifs. J'ai quelque chose de pas trop bien mais pas trop mauvais non plus. Un peu comme la dernière fois. Voilà. On voit quand même que à bien des égards, il y a quand même des zones de creux. C'est vraiment ce renflement qui fout la merde. Bon, enfin bon. Donc maintenant, je vais percer des trous, comme la dernière fois, tout autour, des deux côtés, et après j'essaierai de refaire un assemblage au fil de fer. Bon, la situation est un peu différente, ce qui me lance vers des stratégies différentes. Donc maintenant, au lieu de faire d'un trou à un trou, je passe par un trou, je reviens à un trou, et je passe par deux trous de ce côté-là, et après je serrai tout. Et le truc est un peu pas assemblé, et je passe les fils d'avance, parce que c'est plus pratique de faire comme ça, on voit mieux. Et à la fin, je vais tous les serrer d'un coup. Donc là, j'en ai déjà mis 3, 2 en haut et 1 en bas, et je vais continuer à les placer. Donc à chaque fois, je plaque le truc à peu près bien, je regarde les trous qui sont en face, et puis je passe un nouveau fil de fer. Bon, voilà le résultat. J'en ai mis 5 endroits stratégiques. J'ai serré, j'ai dû en rajouter aussi sur cet assemblage. Je vais en rajouter un parce qu'il y a des faiblesses qui sont apparues ici et sur le côté pendant que je bricolais. C'est de travers, le résultat est de travers. Bref, c'est pas génial. Il y aura beaucoup à colmater. Espérons que ça suffira. Bon, bah voilà, si je pose tous les tonneaux. Donc j'en ai ouvert que des ouverts, plus celui du bout où j'ai coupé que la partie basse et ici un rond sur le côté pour mettre le tube d'aluminium. Bon, le problème c'est que tout ça, c'est pas très solide. D'autres assemblages au fil de fer vont être... D'autres assemblages au fil de fer vont être nécessaires à chaque étage, pour plus que ça bouge, en espérant que la base tiendra le coup du poids de la totalité, même si c'est pas très lourd. Et je pense que je vais d'abord le tester à la flamme, le temps que toute la peinture, tout ça s'en aille, avant de mettre le mastic pour boucher tous les trous. Avec un peu de chance, peut-être même qu'il n'y aura pas besoin de mastiquer, que l'aspiration sera suffisante. Voilà, tout est assemblé au fil de fer. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est très très dur en fait de passer le fil dans un, puis essayer de le faire passer dans le trou du dessous sans avoir d'accès par la main en dessous. L'idéal c'est d'assembler déjà à l'extérieur et de faire l'assemblage final à la fin. Enfin, c'est ce qui me semble. Le résultat est assez tordu, malheureusement. Cette pièce-là, même si on a essayé de faire beaucoup de précision, ouais, c'est quand même plutôt tordu. Beaucoup de fils de fer se cassent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est faire partir toute la peinture, les trucs, les machins, bien fixer tout avant de mettre le mastic. Donc moi, je propose de faire un feu et de regarder la fumée s'évacuer, puis ça va tout faire chauffer et tout ça va un peu se tasser. Bon, pour le moment, il sans surprise beaucoup de fuites, de jointures, ce qui devrait être réglé plus tard par le mastic réfractaire. Donc avec un feu long, on voit que bon, ça fume considérablement, donc ça y est, c'est la peinture partout qui se décolle, qui commence à brûler, ce qu'on voulait. Mais la quantité de fumée toxique qui est produite quand même pousse à regretter de ne pas avoir choisi la méthode du ponçage. Bon, il pleut, c'est mieux pour les gaz toxiques. Donc avec la brosse, j'ai passé un petit coup pour virer un maximum de ce qui est déjà tombé. Et je vais refaire un deuxième feu, puis en espérant qu'il y aura moins de fumée ce coup-ci, que ce sera la preuve que
La majorité des trucs qui craignent la chaleur sont partis. Bon, maintenant il s'agit de faire l'étanchéité dans tout ce bordel. Il y a quand même beaucoup de trous et de passages, et pour ça, j'ai trouvé un mastic pas trop cher, haute température, et je vais l'utiliser pour essayer de boucher les trous. Et voilà le travail. Ça donne quelque chose un peu comme ça. Là. Voilà, et là dans les parties les plus critiques, j'ai vraiment dû en foutre des tonnes pour être sûr de bien tout boucher partout. Je vais le laisser sécher, j'ai aucune expérience sur ce type de matériaux, donc je vais le laisser sécher et après je vais constater, voir si c'est plus rigide parce qu'il y avait beaucoup de jeux, si ça se casse facilement, si ça se rétracte, si ça tient. Une fois que ce sera totalement sec, je referai un test avec du feu. Bon, on est presque 24 heures après le séchage. Enfin, après que je l'ai mis. Si je touche ici, il n'y a plus aucun jeu. Vous voyez, je peux même le faire bouger. Tout le tonneau, sans que ça fasse bouger la cheminée. Au toucher, c'est dur. Et c'est lisse, en même temps. Même là où j'ai fait n'importe quoi, par quelques pics, ça reste dur et lisse. Très très bon résultat. Ça colle bien, ça tient bien, ça bouge bien. Quoi dire, je vais attendre encore 1 ou 2 jours et je vais tester la flamme. Vraiment super pour le moment, très encourageant. Donc mon objectif maintenant, ça va être de tordre un tube de cuivre comme ceci pour former une espèce de grille pour ma chaudière. Donc là j'ai un long tube de cuivre de 2 mètres. La première étape pour moi, ça va être de trouver le milieu, de faire un trait avec 1 mètre. Donc je vais commencer maintenant. Alors, on va feutre, mesure 1 mètre. Ici. Là, je veux avoir 8 cm de chaque côté. Enfin, 4 cm, je pense que c'est. Si je mesure 4 cm. Il va avoir un quart de tour. Donc ici. Je me garde cet espace de libre. Ici. Et ici. Et maintenant, je dois former mon zigzag. Je vais utiliser ce machin. Alors par contre, j'ai jamais fait ça. Donc ça va être nouveau pour moi. Alors, tourner la caméra. On sent l'expert. Maintenant, je vais plier. C'est pas si simple en fait. J'y arrive pas du tout. Pas du tout. Il va y avoir un truc qui m'échappe sur la façon dont il faut utiliser ce machin. Bon, malheureusement, j'ai pas du tout la force. J'y arrive pas. Il y a un truc qui doit m'échapper. J'ai pas dû comprendre
comment cette pince s'utilisait en réalité. Je vais devoir faire plus de recherches. Bon, bah, le plan B, c'est de trouver un copain assez fort pour faire marcher la pince. Tu me dis quand c'est bon? Je crois que celui-là, c'est un demi-tour complet, ouais. Donc, jusqu'à 180. Oh putain. Le problème, c'est que ton tube, il me gêne. Ouais, bah, ouais, puis c'est de traviole maintenant, je me suis loupé, j'ai mis l'angle. C'est pas grave, on ajustera après. Alors attends, faut que je reprenne la prise. Sinon, on fait 2 fois 90 degrés, hein, je le redécale. Ouais, je pense que ça sera peut-être plus simple, hein. Bon, on est emmerdé pour le demi-tour parce qu'on est obligé de faire 2 fois 90 degrés. En pratique, faire un demi-tour complet, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc on va continuer en plaçant les traits à chaque fois, en mesurant avec le mètre, et puis on verra à la fin ce que ça va donner. Bon, du coup, le 180 degrés est pas recommandé, on peut plus retirer la pince après, et puis ça fait des choses comme ça. Voilà. Là, c'est foutu. Alors, on va essayer d'arranger ça. Non, on prend pas le tube, c'est peut-être ça qui a fait merder la dernière fois. On a changé de stratégie, maintenant on part du début juste, et puis on plie en zigzag au fur et à mesure en faisant que des 90, un par un, tranquillement. Tu me dis quand c'est bon? Ouais, un petit peu plus parce qu'il y a l'élasticité. Stop, c'est bon. Voilà. Oh bah, mauvaise nouvelle, hein. Vas-y, fais le malin. Donc en fait, c'est une pince en fonderie, rupture intergranulaire. Donc elle s'est pétée. Donc voilà, bah, pas casse départ, mais on a la moitié qui est fait au moins. Il faut un bout de tube pour me mettre dedans. Ouais, j'y arriverai pas. Bon bah, on va misérablement tenter de le faire avec une poignée en moins. Non, comment tu veux que je le plie, là? Ouais, je sais pas. Non, parce que regarde, si je tape sur le tube, il va plier par là, il va plier là. Parce que là, tu voulais faire quoi? Ça marche pas. Ou tu peux plus tenir là? Non, il n'y a pas de levier, je peux rien faire. Ah merde. Là, elle est foutue. Il faut une autre pince. Bon, je me suis racheté une autre pince, mais il n'y avait plus que du 12 au magasin. J'ai essayé de tordre avec pour finir, et chaque fois que j'ai essayé, ça m'est plié salement. Donc bon, plus facile à utiliser, mais quand c'est pas le bon diamètre, visiblement ça marche pas du tout, même si c'est qu'à 1 ou 2 mm près. Donc je vais être obligé de racheter un tube de cuivre, mais de 12 ce coup-ci. Bon, donc là je suis sur mon machin, je dois faire un trou rond ici, qui servira à remettre du bois. Mais je veux faire une trappe, et je veux qu'il y ait un minimum de jointure ici, d'espace, pour pas que la fumée s'échappe par là, et vraiment que l'air rentre par là. Donc au lieu de faire un truc rond comme j'avais prévu, finalement je vais faire un truc carré, et je vais le faire avec ça, parce que c'est ce qui coupe le plus fin dans le métal. Et voilà, donc là je vais le tailler avec ma Dremel, quoi. Bon, j'ai pas pu finir, j'ai déjà usé mon disque. Je vais voir si j'en ai un autre, ça s'use assez vite en fait. Voilà, c'est terminé. Il y a quand même un petit peu d'espace de jointure, mais pas tant que ça. Maintenant, ce que je veux faire, c'est mettre une charnière ici, que je vais rifter de part et d'autre. Ça va me permettre de le lever pour mettre le bois, et puis il se rebaissera tout seul. Donc j'ai ici une charnière, 2 rivets, un forêt à métaux, du bon diamètre pour mes rivets, une clé, une rifteuse, et je vais aller là-bas pour l'installer. Donc si je pose ma charnière comme ça, il faut que je fasse un trou ici au milieu avec ma perceuse. Voilà, c'est percé. Maintenant je vais placer un rivet dans le trou et puis utiliser la pince pour le rifter. En galérant en le plaçant en face, j'ai finalement réussi à faire un point. Je vais donc percer sur ce point. Il semblerait que j'ai raté mon coup. Il aurait fallu que je fasse le trou un peu plus haut. Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Peut-être tenter 2 riftages. Un là et un là, un peu plus haut. C'est un peu mieux. Je vais rifter le premier trou. Et après je vais faire le deuxième trou, une fois que ça sera fixé. Et ensuite je pourrai mettre un deuxième rivet. Voilà, à la fin finalement j'ai mis un deuxième rivet pour que ça bouge plus. J'ai ça. C'est pas parfait, mais c'est pas non plus catastrophique.
Bon, l'idée maintenant, ça va être de faire un trou ici pour pouvoir mettre un wok. Le problème, c'est que si on veut pas qu'il y ait de fuite d'air, il faut vraiment que ce soit parfait. Ce que je propose d'utiliser, vous voyez, on a une marmite, je peux poser le wok dessus et ça se cale parfaitement. L'idée, ça va être de faire un trou ici, ensuite de placer la marmite en dessous, de mettre le wok au-dessus et d'appuyer sur le wok pour déformer le métal pour qu'il épouse sa forme tout en étant retenu par la marmite de l'autre côté. Je sais vraiment pas si je vais y arriver, c'est très audacieux. Peut-être j'y mettrai un coup de chalumeau. Pour le moment, le problème le plus important pour moi, c'est d'essayer de découper un rond ici pas trop dégueulasse. Ça, je sais pas faire. Donc il faut vraiment que je réfléchisse. Dans un premier temps, je vais commencer par faire un premier rond qui sera la délimitation de la marmite qui est en dessous, pour me faire une idée. Et ensuite, je vais essayer de faire un rond plus petit à l'intérieur qui sera celui où je vais découper. Donc d'abord, je mets la marmite dessus à l'envers et puis je vais faire le contour avec un feutre. Voilà en gros ce que ça donne. Maintenant, mon objectif, ça va être d'identifier le centre pour tracer un autre cercle. Pour ça, je vais essayer de prendre un compas. Donc, j'ai un compas et une règle pour les amateurs de géométrie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mesurer le diamètre du cercle. Pour ça, je vais placer ma règle à un point et je vais la faire pivoter jusqu'à ce que je trouve la distance la plus grande. Et je vais considérer que ça, c'est le diamètre. J'arrive à un diamètre de 25,7. Je divise 25,7 par 2, ça fait 12,5 plus 0,35, ça fait 12,8. Je vais donc écarter mon compas de 12,8. Ensuite, je vais planter la pointe d'un côté, enfin poser la pointe. Je vais faire un arc de cercle, puis ailleurs, puis un arc de cercle. Et là où ça se croisera, ça sera le centre. Voilà, donc ma croix est ici, c'est pas facile à voir. Je l'ai repassé au feutre. Donc maintenant, je vais simplement utiliser mon compas, réduire un peu le rayon et refaire un rond, que je repasserai ensuite avec le feutre. Voilà, c'est fait. Le trait noir qui reste est beaucoup moins marqué que tout à l'heure. J'imagine que la plaque est devenue chaude avec le soleil. C'est pas d'une précision extrême, mais c'est d'une précision certainement suffisante. Donc maintenant, il faut que je coupe sur ce trait et je pense que pour ça, je vais utiliser une disqueuse. La question, c'est est-ce que j'utilise la grosse disqueuse ou une petite disqueuse? La dernière fois, j'avais fait ce trou-là avec la Dremel. Ça m'avait quand même usé des disques. Je suis tenté de réutiliser la Dremel. Même si c'est plus long, ça serait quand même beaucoup plus précis. Voilà. Donc, j'ai choisi la Dremel. Et un disque, en gros, ça me permet de couper ça. Donc là, je vais devoir sacrifier 4 ou 5 disques de Dremel. Heureusement, j'en ai beaucoup et c'est pas cher. Donc je vais y aller calmement et je vais continuer avec la Dremel. Voilà, c'est fait. Après, on peut tourner le disque de façon à ce que le rond soit le plus éloigné possible de la cheminée, pour être sûr que le wok touchera pas. Avant d'envisager de faire quoi que ce soit d'autre, je pense qu'il est essentiel de poncer pour enlever toutes les petites parties coupantes qui pourraient abîmer les casseroles pendant la phase d'écrabouillage. Donc je vais chercher de quoi poncer. Voilà, j'ai utilisé ça. Ça me semble à peu près nettoyé. On va pouvoir passer à la suite. Bon, j'ai rempli ma marmite d'eau et je vais poser ce couvercle sur ça en essayant de faire coïncider les bords avec le trait noir, ce qui n'est pas du tout évident parce que sont pas, enfin ça sera en dessous quoi. Là, tâton, ça m'a l'air pas trop mal. Maintenant, il va s'agir de poser ça par-dessus, de poser une planche et peut-être de m'asseoir dessus pour essayer d'écrabouiller. Mais avant, j'ai envie de mettre un petit coup de chalumeau au butane, pas très chaud, pour essayer de voir si ça va pas assouplir un peu la tôle et me permettre de la tordre plus facilement. Voilà, j'ai trouvé ce morceau de bois là que j'ai posé sur mon wok. Et après, je poserai tout ça au milieu ici et je m'asserrai sur la planche en espérant que le wok va pas se plier et que c'est bien cette tôle là qui va se plier. Et que la marmite non plus va pas se plier non plus. Maintenant, je vais chercher le chalumeau. Voilà la bête. C'est avec ça. Je vais chauffer en priorité le bord du métal parce que c'est lui que j'ai le plus envie qu'il se plie. Finalement, c'est pas très important que ça se plie au niveau du trait. C'est plus le bord vraiment le plus à l'intérieur qui doit se plier pour que je sois sûr que ça épouse la forme. C'est parti. Je vais le chauffer et après je pose ça et je m'assois dessus et puis on se voit tout à l'heure. On verra ce que ça a donné. Eh bien le résultat est parfaitement nul. On n'a même pas un petit peu de déformation. Rien. Pourtant c'est bien brûlant. J'ai beau m'asseoir dessus, le mettre, le remettre.
aucun effet. Il va falloir trouver une autre méthode, car on n'a pas assez de force pour celle-ci. Après, j'ai pas encore essayé de taper dessus au marteau. Voilà notre résultat par en dessous. Donc j'ai posé mon wok à l'envers, j'ai posé le couvercle dessus. Et là on peut voir grosso modo où seront les fuites. On est somme toute et par hasard on a coupé assez proprement pour qu'on n'ait pas tellement de fuites en fait. Ça devrait pas être trop dégueulasse. Je pense pas par contre que j'arriverai à le tordre à coups de marteau. Je pense que si j'essaye de taper au marteau autour doucement, je vais juste aggraver les choses au lieu de les améliorer. Alors que là, on a déjà quelque chose de pas si mal. Alors ce que j'ai vu sur TikTok, la plupart des Chinois qui ont ces dispositifs, en fait, ils mettent une espèce de sable ou de mastic un peu cimenteux, et après, ils moulent leur casserole dessus. Mais après, il faut souvent le refaire parce que ça s'use évidemment avec la chaleur. Ça se fracture, il faut en remettre, etc. Ce que je voulais éviter en essayant de faire un beau formage métal, mais il faut atteindre des températures, je pense, probablement proche de 800 degrés, et il faudrait avoir de l'équipement de moulage plus solide et une presse pour vraiment faire ça proprement. Parce que là, c'est pas un couvercle en aluminium ou en cuivre, c'est vraiment de l'acier, et donc je vais pas réussir à le tordre comme ça. Donc voilà mon poêle avec son wok dessus, en l'état. Alors on voit que la rotation est facile, d'autant plus que le wok est assez huilé et que le trou est plutôt bien fait. Donc ça glisse bien, ça c'est déjà ça. Par contre, bon, en regardant autour, on voit que c'est pas si propre. Il y a quand même du creux et j'ai peur de le payer. Après, le creux est exagéré par le reflet du creux sur le wok. La seule façon de vraiment être sûr de ce que ça donne, c'est de mettre le feu en dessous et de voir combien de fumée va s'échapper par là. Parce que même si c'est pas parfait, la cheminée est capable quand même, avec la force d'aspiration, d'entraîner la plupart de la fumée. Mais j'ai de plus en plus de mal à imaginer utiliser ce dispositif en intérieur. C'est pour ça que la fabrication de la partie cuivrée qui sera à l'intérieur devient de plus en plus capitale si je veux pouvoir chauffer à l'intérieur avec ça à l'extérieur. Alors, pour tester, je viens de bourrer le trou que j'avais fait avant avec des bambous séchés. Je vais passer un petit coup rapide sur la casserole et je vais allumer le feu et on va voir comment ça se passe. Voilà, j'ai allumé le feu. Bon, au début, ça déborde un peu du trou parce que ça dépasse du trou. J'ai rincé la casserole, je laisse un peu dedans pour être sûr que ça brûle pas. Là, on a de la fumée qui sort. Je sais pas si on voit bien. C'est pas facile à voir. Et là, on en a quasiment pas qui sort. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Si je soulève ça, on voit qu'il y a bien du feu en dessous. Si je le remets, il n'y a plus de fumée. Ça sort bien que par la cheminée. Du coup, je vais attendre de voir si la chaleur est assez puissante pour faire au moins bouillir l'eau. Alors ça fait un moment que ça brûle, l'eau est toujours froide au toucher. Là, on n'a plus de fumée. Voilà. Bon, visiblement, le bambou, ça brûle vite et pas longtemps. C'est pas ce qu'il faut pour avoir un feu puissant. Donc j'ai rajouté un bout de bois, mais là malheureusement, maintenant que le feu commence à être puissant, ça commence à fumer sur les contours. Donc bon, c'est pas satisfaisant. Dès que le débit devient assez important, ça déborde quand même un peu sur les côtés. Donc il va falloir envisager de faire un joint de toute façon. Ça a l'air de se calmer un peu. Donc peut-être que je vais devoir tenter un joint au mastic. Après, je peux aussi poser des casseroles plates dessus. Et là, j'aurai peut-être quelque chose de mieux. Le problème, c'est que si je fais le joint, je pourrais plus mettre des casseroles plates dessus. Donc il y a un compromis à trouver. Enfin là, une fois la période de forte fumée passée, quand la cheminée est pas saturée, j'ai l'impression que plus trop de fumée qui monte encore un petit peu, mais pas énormément. Pour une utilisation à l'extérieur, de toute façon, c'est largement suffisant. Mais à l'intérieur, c'est pas satisfaisant. Après, on peut très bien envisager l'utilisation du wok en extérieur et d'une casserole plate en intérieur.
Le point positif, c'est que maintenant qu'on a un trou en haut, il suffit simplement de décaler la casserole pour ajouter du bois. Surtout quand on est à l'extérieur. Par contre, il ne faut pas casser le bois au-dessus de la marmite, sinon on met des éclats de bois partout dedans. Je vais essayer de rallumer un feu, mais ce coup-ci avec du bois dedans. Bon, là, plein régime, il y a même des fuites au niveau de la cheminée. Là, autour de la casserole. C'est pas top. Là, ça doit brûler beaucoup quand même. J'ai mis du kérosène pour aider. Par contre, ce coup-ci, on commence à sentir que c'est chaud. L'eau est chaude. C'est déjà ça. Donc là, ça déborde même par le bas. Par contre, là, ça boue, ça y est. Mais c'est vraiment pas satisfaisant. Il y a beaucoup trop de fumée. C'est même difficile de s'approcher. Il doit y avoir un juste milieu à chercher entre la puissance et le contrôle. Et je ne sais pas encore trouver ce juste milieu. Là, on commence à s'approcher de ce que serait une puissance intermédiaire où ça brûle pas trop et donc on n'a pas trop de fumée et donc pas trop de fuite. Par rapport à tout à l'heure, on en avait beaucoup trop. Peut-être qu'encore un petit peu plus bas, ça serait bien. Après, j'imagine qu'il doit y avoir un savoir-faire, un savoir doser. Après, si je rajoute un ventilateur en sortie ici, qui fait aspiration, je pense qu'il y a moyen de diminuer considérablement les fuites dans les autres endroits. Et potentiellement de pouvoir augmenter la puissance sans avoir augmenté la taille. Ça pourrait valoir le coup de rajouter ici un ventilateur qui fait aspiration. L'air est brûlant quand même. Il ne faudrait pas n'importe quel type de ventilateur. Là, ça bouge bien. Voilà. Donc là, je pense qu'on est vraiment à la puissance idéale adaptée. Pas de fuite de fumée autour de la casserole, juste la cheminée, ça bout et dedans, on a à peu près ce niveau de flamme. Donc ouais, là, on est quand même sur un gros feu. Donc il faudrait vraiment que la puissance soit énorme. Il faut dire que j'ai mis énormément de paille et de branches de sapin pour démarrer, parce que ça démarrait pas. D'où le fait que mon truc a été dépassé au début. Peut-être qu'en étant plus appliqué et plus patient, on pourrait avoir un résultat sans fumée au début. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on tourne, il s'énerve plus sur les côtés. Et finalement, il est moins chaud au milieu et plus chaud sur les bords. Ce qui est d'habitude rare, parce que là, il n'y a pas d'eau pour le refroidir. Et donc là, je propose une autre expérience avec la casserole plate. Mais là, le feu est déjà vachement diminué. Je pense qu'on a une beaucoup bien meilleure étanchéité qu'avec le wok. Là, on est bien là. Ça serait intéressant de regarder dedans. Il reste quand même pas mal de flammes. Je vais mettre le wok par-dessus. Et on va voir en revenant plus tard si ça a quand même réussi à faire bouillir l'eau avec des flammes juste légères. Comme ça, sans fuite agréable. Bon. On est reparti pour une tentative avec la pince. Et ce coup-ci, un tube de cuivre qui a la même taille. Bon, bah je prie pour que ça marche ce coup-ci. Ah bah déjà, je fais n'importe quoi, ça commence bien. On n'arrive pas à se caler, comme s'il était trop grand. Alors ça y est, c'est bon. Bon, essayons de tordre ça maintenant. Putain, c'est dur. Je vais peut-être devoir refaire appel aux copains. Comment ça se fait que je sois une telle fiotte?
putain, je l'ai tordu ici. Ah, c'est pas bon là, faut vraiment que je fasse appel aux copains. Bon, on reparte. Faut refaire appel aux copains. Bon, finalement, je sens m'en sortir en m'appuyant sur le sol et en appuyant comme ça petit à petit, ça se tord. Bon, bah voilà, après moultes efforts, j'ai réussi à faire ça. On sent que c'est pas du virtuose, mais bon, voilà. Donc ça va, finalement, ça va rentrer par devant, ça va ressortir par derrière, ça va se mettre devant. J'ai un peu plus de tubes. Il faut que j'arrive à le rentrer dans le machin maintenant. Alors, de retour à notre machin, à notre truc. Moi je pense le faire ressortir par là, de part et d'autre. Donc il faut que je reporte les trous. Mais avant de pouvoir faire ça, pour pouvoir vraiment bien m'appuyer, il va falloir que je coupe ici le surplus. Je vais utiliser cette petite scie pour couper. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais venir faire des points ici aux bons endroits pour savoir où est-ce qu'il me faut percer. Bon, donc en extérieur, ces tubes font bien 12 mm. Donc il me faut un forêt de 12 mm pour percer. J'ai fait des petites croix. Là où il faut percer, ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis parce que le cuivre est assez élastique, donc je pourrais le rentrer en force. L'idéal, ça va être de faire les trous les plus serrés possibles par rapport au diamètre pour avoir une espèce d'étanchéité naturelle en le rentrant en force après. J'ai que ça, alors je vais tenter un perçage avec un forêt universel de 12 mm. Voilà, les trous sont faits. C'était pas facile, ça a été plus de l'enfonçage que du véritable perçage, mais bon. Maintenant je vais essayer de rentrer le tube de cuivre par l'intérieur en enlevant le couvercle. Voilà, c'est fait. C'était pas très facile, mais c'était pas non plus d'une difficulté extrême. En forçant entre le cuivre qui est élastique, le bidon qui se tord, on finit vraiment par arriver à le faire passer. Là on a bien les deux tubes qui sortent et on va pouvoir l'utiliser comme chaudière. Alors, il y a encore des fuites, mais ça se colmate. Et pas de fumée. En mode, une fois que le début est passé, pas de fumée. Bon bah voilà, je vais arrêter ce projet ici. En fait, je pense pas développer davantage le mode chaudière parce que après l'avoir testé en cuisinant avec, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de déperdition de chaleur. Il aurait fallu plutôt quelque chose d'isolé. Donc je vais m'en servir comme simple cuisinière, il n'y aura pas dedans malheureusement. Mais avec cette hausse du prix de l'électricité, je suis quand même très content de pouvoir encore manger chaud, quoi.